Aujourd'hui, je souhaite partager une expérience profondément troublante vécue dans un contexte médical. Ce témoignage vise à exposer des pratiques inacceptables et à encourager la transparence et l'éthique dans des domaines où elles sont essentielles pour préserver la confiance des patients, que certains appellent clients, à juste titre. Hélas. Je vais devancer certaines questions qui pourraient éventuellement subvenir concernant l'autisme, notamment. En tant qu'autiste Asperger à haut potentiel, je suis habituée à analyser minutieusement les situations et à m'exprimer avec rigueur. Cependant, dans ce cadre médical, j'ai été confrontée à un ensemble d'attitudes et de comportements qui ont dépassé l'entendement. Alors je vais essayer de vous exposer la situation le plus clairement possible. Par cela, je vais passer par la réclamation que j'ai envoyée à la clinique Turin, dans laquelle je dis en substance, concernant les remarques déplacées et les critiques injustifiées. Durant l'examen, il a été possible, grâce à un heureux accident technologique, de capter des propos critiques accusatoires et jugements infondés. Il faut savoir que c'était un examen sous anesthésie générale et que les téléphones étaient à proximité, en tout cas dans cette clinique. Et voilà, par inadvertance, quelque chose a continué de tourner et il a été possible de capter tous les propos qui avaient été tenus pendant cette anesthésie générale au cours de laquelle on s'est littéralement acharné sur moi. L'infirmier ayant démarré l'incident, alors cet infirmier, la seule indication que j'ai sur lui pour le moment, et le reste va venir ensuite, le seul point distinctif que j'ai, c'est qu'il serait gay, mais pour le moment je n'ai pas son nom, donc c'est la seule chose qui peut être remarquée. De toute façon, eux savent très bien qui était dans l'équipe à ce moment-là, lorsque l'examen a été passé. Voilà, j'ai le nom en tout cas du gastro-entérologue, M. Bonan, et de l'anesthésiste, M. Barbanti. Alors, l'infirmier qui a démarré l'incident, on va l'appeler l'infirmier gay, puisque je n'ai pas son nom pour le moment, en montant une information médicale en épingle, suivie de ses acolytes, donc l'anesthésiste et le gastro-entérologue, se sont donc acharnés sur moi. Ils se sont permis de me railler par certains propos désobligeants, tristement ad personam, injurieux, sur des détails liés notamment à l'application des instructions médicales que j'avais reçues du médecin lui-même avant l'examen et que j'avais scrupuleusement respecté. C'est ça le pire qui va... c'est une des pires choses qui puissent arriver, ce sont les accusations à tort et le fait que quelqu'un qui sait pertinemment qu'il a mal fait vous laisse accuser à tort. Donc, le gastro-entérologue en question, M. Bonan, n'ira coûte que coûte pour tenter de se sortir la tête de l'eau par ego et fierté mal placée. Voilà, on le sait... c'est un médecin, ils sont formés à ne jamais se remettre en cause, mais le pire, c'est derrière, quand on laisse une personne accusée à tort, c'est ça qui va arriver. Au lieu de tout simplement reconnaître sa grossière erreur et de faire des excuses pour tous ces comportements intolérables qui vont venir, je vais donner quelques détails, je pourrais pas entrer dans tous les détails malheureusement, mais je vais donner quelques détails sur ce qui s'est passé pendant cet examen de santé. Donc il a préféré me laisser accuser à sa place, en sus de bien en rajouter. Parmi les propos captés, on peut entendre « Elle est complètement à la masse, pourtant elle est belle, c'est dommage », c'est gravissime. C'est gravissime. Et on entend « c'est gravissime » à plusieurs reprises, et l'anesthésiste M. Barbanti s'y met. L'anesthésiste M. Barbanti s'y met aussi. Ah, c'est gravissime, voilà. Lui il confirme tout ce que dit le gastro-entérologue. À chaque fois qu'il y a quelque chose, lui il confirme, et puis parfois il en rajoute un peu. Donc ils se sont vraiment... Alors, mais qu'est-ce qui est réellement gravissime ? De savoir lire ? De savoir lire une fiche simple d'un protocole respecté pour maximiser les chances de réussite ? Ce qui est gravissime, c'est de devoir faire les frais des erreurs et de la négligence des médecins qui ne prêtent aucune attention au protocole délivré aux patients, je dirais plutôt clients du coup, qui n'ont plus toute leur tête pour pouvoir savoir ce qu'ils délivrent. Si les erreurs arrivent, pourquoi persister à accuser les autres devant l'épreuve ? De les laisser ridiculiser et en rajouter à coups de raillerie et de jugement à l'emporte-pièce en guise de défouloir gratuit ? On entend également l'infirmier se déchaîner dès que je me suis endormie. Le fameux infirmier gay qui avait démarré l'incident. Il se déchaîne, mais il se déchaîne, littéralement. Il dit littéralement. Elle m'a même soutenu qu'elle pouvait m'en apporter une preuve. Eh bien sa preuve papier, non merci. Elle peut en faire une boule et se la foutre bien profond. Voilà ce qu'il dit mot pour mot dans l'enregistrement. Ça ne m'étonne pas, mais c'est très choquant. Mais c'est surtout, c'est choquant, non pas parce que c'est très vulgaire, non. C'est choquant parce que c'est un manque de respect total. Si j'ai une preuve, si le client a une preuve à lui apporter, pourquoi il dit non, je ne veux pas de sa preuve, elle a qu'à se la foutre bien profond dans l'anus. Bah, bon, on a la confirmation qu'il est gay en tout cas, mais c'est quand même assez
assez préoccupant de rejeter une preuve qu'on a juste à côté en fait. Hein. C'est bizarre. C'est un manque d'intelligence. Un manque d'intelligence cognitive, je sais pas, et il y a de la mauvaise foi, il y a de la méchanceté, de la malveillance, et un manque d'intelligence. Oui, on voit que ça. Ces remarques dégradantes soulignent un manque de respect total à l'égard du client. D'autant plus scandaleux dans un corps de métier dit de l'humain, où le principe de dignité doit être respecté. Et ce même lorsqu'on déteste l'espèce humaine. Or, dans ce cas, il est préférable d'éviter ce genre de filière, d'éviter de ressentir autant de dissonance cognitive et rester cohérent dans tout ce que l'on fait. Mais bon, ça, c'est pas malheureusement le propre de l'humain. Ce n'est donc pas moi qui suis, entre guillemets, gravissime, mais ces personnes et leur comportement intolérable, surtout dans le milieu médical. C'est ça qui a choqué un certain nombre de personnes à ce jour, considérant qu'il s'agit justement d'un milieu où l'on est en droit de s'attendre à une attitude exemplaire et respectueuse. Méfiez-vous des anesthésies générales, sachez que dans bon nombre de cas, lorsque les médecins sont malhonnêtes, et les infirmiers, ils se déchaînent littéralement, ils se moquent de vous, ils vous raillent, vous n'avez presque rien dit avant, vous avez été poli, sympa, gentil, mais... Quoi qu'on fasse, ils trouveront toujours quelque chose, ils se déchaînent sur vous parce que peut-être leur vie ne va pas comme ils le souhaiteraient, peut-être que voilà, c'est une forme de défouloir. Le client est une forme de défouloir. Alors, quelques précisions sur l'origine des accusations discréditantes et les railleries liées au protocole. Juste avant l'anesthésie, j'ai mentionné, par souci de précision, pensant que l'information médicale pouvait être utile, que je me sentais légèrement en hypoglycémie. Rien de bien méchant, j'ai supporté, j'en ai vu bien pire dans ma vie. J'ai juste dit que voilà, je me sentais pas très bien et que j'étais en hypoglycémie et que ma tête tournait. Bon. Car en réalité, pour suivre le protocole qui m'avait été donné en main propre par le gastro-entérologue et que j'ai bien gardé précieusement, pour preuve, que j'ai envoyé ensuite à la clinique pour montrer que c'est le gastro-entérologue qui avait menti en me faisant accuser à tort, qui avait menti en disant que ce n'était pas ça qu'il m'avait donné. Donc voilà, j'ai tout gardé. Il était précisé que je ne devais plus ingurgiter que des liquides après un petit déjeuner léger, la veille, donc avec en plus 2 prises d'Isinova le soir. Voilà, donc ce qui fait que pendant environ 24 heures, vous ne mangez pas, vous ne consommez que des liquides. Pas de souci, moi ça me paraissait pas si choquant que ça en soi. En réalité, c'était un protocole pour un autre type d'examen qui était a priori la vidéocapsule. Mais parfois, des médecins prescrivent ce protocole pour les endoscopies classiques. Hein. Mais lui, c'était pas ce qu'il souhaitait, mais il s'est trompé. En fait, il s'est trompé. Tout simplement. Voilà, ça arrive, les médecins font beaucoup d'erreurs et ne les reconnaissent jamais. Ou alors, il faut vraiment qu'ils soient acculés. Faut vraiment qu'il y ait une procédure, etc., qu'ils soient acculés parce que ce sont des gens qui ne font jamais d'excuses. Ça ne fait pas partie de leur fonctionnement. Et c'est aussi très préoccupant dans le sens où ces gens n'évoluent jamais. En fait, ils restent, ils se reposent entre guillemets sur leur laurier, si on peut les appeler comme ça. Il n'y a pas d'évolution possible. Il n'y a pas d'évolution cognitive possible. Il n'y a pas d'évolution possible dans le domaine. Rien n'est possible. C'est l'ego qui prend le dessus en permanence. Il n'y a que l'ego. La recherche de la vérité est inexistante. La vérité ne compte pas. Pour ces gens-là, et pour beaucoup de gens dans la population d'ailleurs. C'est la majorité de la population qui fonctionne ainsi, il faut quand même le savoir. Malheureusement. Donc, je n'avais pas mangé, ignorant que Monsieur Bonan s'était trompé. Ce mini-jeune, qui ne me dérangeait pas, respectait strictement le protocole fourni. Cependant, l'infirmier l'a contesté avec pugnacité, cherchant par tous les moyens à me décrédibiliser et me faire passer pour folle, laissant entendre qu'après mes 10 ans d'études, je ne saurais pas lire une phrase simple. En le prenant de qui ça vient, c'est presque comique de la part de l'infirmier, franchement. Que j'aurais pu manger la veille, à déjeuner et même à dîner, etc. En contradiction totale avec les instructions qui m'avaient été communiquées. C'est ainsi que lorsque j'ai proposé de montrer les documents écrits, l'infirmier dédaigneux a maintenu son propos, mettant en doute la lecture, la compréhension des instructions par insinuation injurieuse et une fois endormi, de manière très claire cette fois. Malgré un suivi scrupuleux des recommandations erronées du médecin, j'ai ainsi été injustement critiquée à un point qui dépasse les bornes, sans compter les nouveaux éléments qui se sont ensuivis, s'apparentant à des rebondissements anxiogènes à chaque nouvelle découverte au fur et à mesure du déroulement de l'enregistrement. Personne dans l'équipe n'a une seule seconde réfléchi, ni ne s'est remis en cause. Ça n'a mis la puce à l'oreille de personne. Ce qui est surprenant et révélateur d'une mentalité bien pérenne dans le milieu, où la norme est de pouvoir tout faire impunément, sans jamais aucune remise en cause, ni excuse, jusqu'au grossier mensonge éhonté. Il n'y a rien de pire que de se faire accuser à la place d'une autre personne. Tout le monde le sait ça. Il n'y a rien de pire que de se faire accuser à la place d'une autre personne. Et en plus de ça,
injurier, moquer, et que cette personne qui est fautive laisse faire, car ça l'arrange. Et en plus, elle en rajoute. Quel sentiment d'injustice délétère que cela génère, là encore. Les outils me confirment bien tout ce que j'avais déjà perçu et constaté auparavant. On en découvre tous les jours, des vertes et des pas mûres, et nous ne sommes guère plus étonnés, mais ce n'est pas une raison pour se résigner et laisser passer cela. Ce n'est pas parce que la malhonnêteté, le mensonge et l'hypocrisie sont la norme, chez l'humain, dit normal, que je dois cautionner et subir cela en tant que neuro-atypique. Penchons-nous un petit peu sur la réaction du médecin. Le comportement du médecin est préoccupant et mon appel matinal du 19 octobre 2024 au cabinet finira de le confirmer lorsqu'il niera tout en bloc avec une grande agressivité et des menaces de poursuites judiciaires, c'est le monde à l'envers, sur aucun fondement. Voilà, il y a une inversion des rôles typique attendue d'ailleurs au lieu des excuses. Parce que les excuses auraient permis quand même d'apaiser les choses. Ça aurait été le minimum du minimum. Pendant l'examen, non seulement il ne s'est pas porté à ma défense, mais il a également appuyé les moqueries, tout tourné en dérision à son tour, allant jusqu'à contredire ses propres instructions. C'est surréaliste, prétendant qu'il m'avait simplement dit d'arriver à jeun le matin de l'examen. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Je dois trouver les mots, et je suis restée un moment sans mots devant ce que j'entendais, devant toutes ces horreurs qui m'étaient dévoilées par cet enregistrement et dont je me doutais un petit peu. Voilà, il a laissé place à toute une escalade de violences verbales à mon encontre, au lieu de faire tout simplement des excuses. Voilà, je me suis trompée, j'en suis vraiment désolée, je suis désolée d'avoir dit tout cela, Bon, c'est impossible évidemment, c'est impossible. Les médecins ne feront jamais ça. Ils ne pourront pas faire ce genre d'excuses, ils ne pourront jamais reconnaître leur tort, même devant les preuves. Il faut quand même savoir que les médecins, ce sont des profils psychopathes. S'ils décompensent, tout le monde a une structure psychique, eux ils sont plutôt dans la structure état limite psychotique. Et il faut quand même savoir que un certain nombre de médecins, et a fortiori de chirurgiens, s'ils n'étaient pas dans la vie normale, entre guillemets, avec ce métier, etc., probablement, ça pourrait aller jusqu'à des tueurs en série, pourquoi pas. Ce sont des profils de psychopathes. Alors là je prends les extrêmes, mais c'est arrivé d'ailleurs, c'est arrivé dans les faits. J'ai remarqué que, sauf très 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 rares exceptions, ils ont vraiment tous la même structure psychique. Et c'est effrayant, c'est terrifiant. Ce n'est donc pas pour rien que ça fait partie des métiers dits de profil psychopathe. Il y a également eu des remarques sur les antécédents médicaux, les jugements à l'emporte-pièce, etc. Il y a également eu des remarques sur la nosophobie, des critiques, des railleries sur la nosophobie. Alors comme son nom l'indique, nosophobie, c'est une phobie, c'est la peur entre guillemets des microbes, on est un peu entre guillemets maniaque, etc. C'est pas une catastrophe, ça pourrait être extrême, ce n'est pas non plus complètement, ce n'est pas hyper handicapant chez moi, mais ça reste une nosophobie, et ça pourrait être encore aller beaucoup plus loin, que ça ne leur aurait pas non plus donné raison sur le fait de railler cela, peu importe le degré de nosophobie, peu importe. On est dans un milieu médical, a fortiori dans le système médical, il devrait un minimum comprendre tout ce qui relève de phobie, etc., etc. C'est incroyable, c'est dingue. En fait, ça nous laisse sans mots. Quand on entend ça, ça nous laisse sans mots. On dirait que ce ne sont pas des médecins. Et d'ailleurs, ça me renvoie à quand même quelque chose, une expression qui est une très ancienne expression qui veut tout dire. La plupart du temps, qui est applicable à plein de métiers, plein d'activités différentes, qui est applicable dans la vie de tous les jours, pas forcément en rapport avec les activités professionnelles. De manière générale, le cordonnier est le plus mal chaussé. On a des médecins qui fument, on a ci, on a ça, ça me fait penser à cette expression, le syndrome du cordonnier mal chaussé. On a des gens qui sont censés être dans le milieu médical et qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que c'est la nosophobie. Genre, ils n'ont jamais vu ça dans leur vie, en fait. Ils ne savent même pas ce que c'est. D'ailleurs, quand je leur ai évoqué le mot-là, c'est quoi? Ils ne savaient même pas ce que c'était, en fait. Donc, c'est, voilà, si on veut résumer, un petit côté un peu maniaque, etc. Craindre, les maladies infectieuses, en fait. C'est la peur des maladies, plus précisément. Moi, dans mon cas, en tout cas, c'est la peur des maladies infectieuses. Et parce que dans le rapport, dans ce qui m'avait été envoyé, les instructions qui m'avaient été envoyées, il était indiqué également que une partie du matériel était à usage unique et l'autre ne l'était pas.
Et du coup, j'ai posé une petite question par rapport à ça parce que ça m'avait angoissée de voir qu'il y avait certains éléments n'étaient pas à usage unique. Alors je pense savoir de quoi il s'agit. Et bon, c'est vrai que moi j'évite, sauf si vraiment je peux pas faire autrement. Là, j'étais pliée en deux tous les jours. Mais c'est vrai que ce genre d'examen, si je peux ne pas le faire, je ne le fais pas. Évidemment, c'est pas pour moi, c'est une mise en danger à chaque fois à l'hôpital. Alors l'anesthésiste m'a dit ici on n'est pas au Togo. Alors oui, en France on n'est pas au Togo, merci monsieur l'anesthésiste, mais bon, il y a quand même eu beaucoup d'erreurs, il n'y a pas si longtemps, moi j'étais pas encore, je n'ai pas connu cette période-là, mais l'époque du sang contaminé, vous vous en souvenez? Moi je suis pas du tout certaine que des choses similaires ne refassent pas surface un jour, voilà, il suffit d'erreurs humaines, il y en a eu il y a pas très très longtemps, voilà, il y en a eu à Lyon, il y en a eu... il y a eu des personnes qui ont été rappelées parce qu'il y avait des risques de sida. Il y a eu des personnes qui là c'était aux États-Unis cette fois dans un spa où effectivement des gens avaient fait des vampire lifts dont en tout cas le matériel n'avait pas été désinfecté, n'avait pas été c'était même pas du matériel à usage unique, donc voilà, ça aurait enlevé toute voilà, il y a eu de nombreux clients qui se sont trouvés positifs, etc. Enfin, ça a été c'est une catastrophe. Et oui, ça arrive dans les années 2020, ça arrive encore. Donc non, je ne fais pas confiance à l'humain. Donc arrêtez de me dire on n'est pas au Togo. Les erreurs, vous en faites tout le temps des erreurs, les médecins. Tout le temps. La preuve encore. Alors là, c'était pas bien méchant, c'était une erreur de protocole. Mais je vais y venir sur le reste. Je vais y venir. Parce qu'il n'y a pas eu qu'une erreur de protocole dans cette histoire. J'en parle un peu plus loin. Donc, c'est quand même très grave et il est tout à fait possible que d'autres choses arrivent. Je sais pas, une aiguille, il y a n'importe qui arrive dans votre clinique. Donc, je veux dire, il y a des gens, il y a un certain nombre de gens qui ont des maladies infectieuses, etc. Non, je ne vous fais pas confiance. La preuve, on en a encore une preuve que je peux pas vous faire confiance. Oh là là. Voilà, j'avais posé cette question par curiosité, par principe, de la part d'une personne phobique des maladies infectieuses. J'avais juste demandé qu'est-ce qui est à usage unique et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que voilà, dans ce rapport, il était indiqué, il y avait une précision de la sorte, mais il n'avait pas indiqué les éléments qui n'étaient pas à usage unique. Donc au lieu de cela, mes propos ont été déformés, ajoutant à ce qui semblait être une tentative de me discréditer sur plusieurs points, notamment en minimisant mes craintes légitimes. Les mots ont un sens, donc moi je n'ai pas demandé est-ce que c'est propre. Cela va de soi. Et on entend le gastro-entérologue dire encore une grosse connerie. Oh, il m'a demandé si c'était propre. Non, je ne dis pas les choses comme ça. Non, parce qu'après, ça n'a plus aucun sens en fait. C'est du mensonge, que ce soit déformé ou inventé comme vous le faites, puisque tantôt vous déformez, tantôt vous inventez. Dans les deux cas, de toute façon, ça ne reflète pas la réalité. Ce que vous faites est ignoble. D'autres remarques. Alors là, on arrive sur du lourd. Là, on arrive dans... Allez, on pourrait dire comme ça, puisque mieux vaut en rire qu'en pleurer. On arrive dans la partie comique. Voilà, il y a eu plein de choses. Je peux pas, je peux pas m'attarder sur tout malheureusement, mais je pense que c'est déjà suffisamment long, que les gens de toute façon à ce stade n'écoutent plus. Malheureusement, 2024 oblige. Mais on arrive là sur la partie comique, parce que le gastro-entérologue dira ensuite. Oui, il faut lui trouver un Rocco Siffredi, regardez, comme ça, 5 fois par jour, c'est bien, hein. Voilà, on l'entend dire un truc comme ça, qui est... bon, c'est dégradant, moi j'en rigole là de ça, moi c'est le reste en fait, hein. Là c'est la remarque comique du truc, mais... c'est tout le reste, c'est le principe, c'est les accusations à tort, c'est ça qui me... Non, en fait, il disait ça parce que il critiquait ma finesse, parce que c'était moins pratique pour eux. Voilà, c'était moins pratique pour eux parce que quand un client est gros, quand une bonne femme elle est énorme, et ben effectivement ils peuvent enfoncer les tuyaux et tout ce que vous voulez d'une manière beaucoup plus aisée. Voilà, et c'est pas pratique quand une fille est fine et qu'elle a des hanches plus étroites et plus fines. Donc voilà. D'autres remarques ont fusé. Alors il faut se figurer à quel point cela peut scandaliser un patient entre guillemets, je mets toujours patient entre guillemets, qui sait ce qu'il se produit dans les arrière-cuisines. Il réévalue à sa propre interprétation les notions de minceur, de maigreur et autres catégories corporelles sans appui sur des critères scientifiques solides. Ils redéfinissent à leur manière l'échelle des différenciations entre maigreur pathologique, minceur ou finesse saine et de nature, donc d'origine, ignorant même des indicateurs objectifs comme l'IMC qui est pourtant tout à fait dans la norme me concernant. Donc ce sont mes os en fait qui sont fins, des experts ou simples observateurs le savent, y compris chez leurs confrères, mais ils ne pensent même pas à tout ça avec rigueur. Donc avant de faire leur dangereux jugement à l'emporte-pièce, des conclusions grossières, hâtives, grotesques et révélatrices,
Donc tout ceci est de toute évidence influencé par une vision erronée et biaisée. Cette perspective provient de leur familiarité quotidienne avec une nouvelle norme où l'obésité ou du moins le surpoids a émergé au point de ne plus savoir reconnaître les distinctions justes entre les divers états corporels existants dans la nature humaine, ni savoir les nommer correctement. Ce qui est surprenant de la part des personnes du milieu médical, ce n'est pas habituel sur ce point, heureusement, mais voilà, dans une société où la quantité est privilégiée à la qualité, cela reflète l'idée d'une réévaluation subjective influencée par des standards de normalité entre guillemets décalés et par la mode du dénigrement de la minceur, même naturelle, non pathologique et sans effort, face à une population qui ne tient pas la cadence et ne peut ainsi rattraper le niveau. D'où la glorification, assumée ou non, du surpoids, voire de l'obésité au détriment de la finesse naturelle. Donc non pathologique, j'insiste, car il faut logiquement dans l'autre sens effectivement combattre cela aussi pour des raisons de santé. Mais voilà, que ce soit le cas dans les deux sens pathologiques. Voilà. On n'a pas dit que voilà, un médecin peut voilà, ne pas être intelligent, ne pas être très intelligent. Les médecins ne sont pas des dieux. Voilà, il y a beaucoup de médecins qui ont une intelligence moyenne. Voilà, tout ce qu'on leur demande, c'est d'être à peu près bon dans leur domaine. Mais quand on voit des choses comme cela révèle quand même un manque de professionnalisme évident, des erreurs comme ça qu'il cache. Alors, on va arriver dans quelque chose d'assez assez dingue parce que là, bon. Tout ce que j'ai dit là, c'était important, mais là, il y a quelque chose, je pense que c'est une des choses les plus importantes, parce que ça révèle aussi à qui on a affaire, une inquiétante dissimulation d'une anomalie pendant l'examen. Un diverticule ou autre a été caché. Quel intérêt de le cacher? Accompagné de l'instruction explicite, on entend dire le médecin, donc surtout ne note pas, tu n'as pas vu un, ne note pas. On marche sur la tête. Certains événements sont cachés au dossier et d'autres erronés. Ils sont laissés inscrits. Oui, parce qu'il y a des éléments qui sont erronés, qui ont été laissés inscrits. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, hélas. Mais c'est ça le tableau général. Le global est là. Certains éléments sont cachés au dossier et d'autres qui sont erronés sont laissés inscrits. Donc cette directive soulève des interrogations profondes sur l'éthique et la responsabilité dans le domaine médical. La volonté d'occultation d'une information cruciale met en lumière une culture de l'omission qui peut avoir des conséquences graves sur la santé à long terme et la confiance du client patient, entre guillemets, envers le corps médical. Il est permis notamment de s'interroger sur la possibilité de perforation survenue en raison d'une négligence lors de l'examen, enfin de plein de choses, parce qu'il n'y a pas de cohérence là-dedans. Pourquoi cacher une information au dossier? Pourquoi cacher quelque chose que vous avez vu pendant l'examen? Pourquoi demander à vos subalternes de noter, de ne pas noter, voilà, ne note pas, tu l'as pas vu, hein, fais comme si tu n'avais rien vu, etc., etc. C'est effrayant d'entendre ça après coup. Donc voilà, on peut penser à une négligence, on peut penser à plein de choses. Pourquoi ne pas noter? Cette situation illustre les dangers d'un silence complice où la vérité est étouffée au détriment d'une transparence essentielle pour le bien-être du patient. Alors il y aurait beaucoup à dire encore, hein, mais voilà, je pense que voilà ce que j'ai envoyé en substance avec quelques détails en plus dans le courrier, mais en gros de gros, dans la réclamation qui a été faite, à laquelle je n'ai jamais eu de réponse, bien entendu, hein, même si le service relations usagers a essayé de peut-être un peu d'arranger les choses en pensant à une médiation. Il faut quand même savoir que le médecin qui était prétendument d'accord au départ pour une médiation, moi j'ai rien demandé, moi j'avais demandé que des excuses, et soi-disant une médiation aurait été accepté ou peut-être à l'initiative du médecin, bon, et il s'est ensuite rétracté. Alors je sais pas ce qu'une médiation aurait pu donner, hein, parce que moi je demande rien à part des excuses et une explication sur les dissimulations au dossier. Mais effectivement, le conseil, très mauvais conseil, du médecin lui aurait dit de ne pas faire de médiation. Voilà, le médecin s'est rétracté et n'a plus souhaité faire de médiation. Donc, bah oui, forcément. Donc, alors, il faut savoir que mon avocat veut engager une procédure, et même si de mon côté je suis assez épuisée, et c'était pas du tout mon intention au départ, voilà, parce que j'ai pas le temps, parce que je sais que c'est un milieu extrêmement protégé, où l'absence de remise en cause est littéralement institutionnalisée. Un médecin est formé à ne jamais reconnaître ses torts, et à ne jamais se remettre en cause, hein.
Cela tombe sous le sens. Et cela tombe bien aussi puisque c'est leur structure psychique. Il y a déjà un fonctionnement de départ qui attire vers ce milieu. Ce n'est pas forcément l'environnement qui rend l'individu ainsi. C'est l'individu qui se révèle dans son environnement. Voilà, j'ai souhaité partager cette expérience très troublante et traumatisante, je pense, me concernant. Ça va accentuer ma méfiance du monde médical, forcément, qui était déjà... ma méfiance était déjà, je la pensais déjà au maximum, mais là c'est la totale. Donc tout cela est très révélateur d'une certaine mentalité. Et il faut absolument que je témoigne, parce que je sais très bien que sur Google Avis, etc., mon avis va être signalé, parce que je ne pourrais pas dire la vérité. On sait très bien qu'il y a une grosse censure sur Google Avis et autres, il y a une énorme censure. Les commerçants, etc., peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc signaler un avis qui ne va pas dans leur sens, même si ça reflète la réalité, bien sûr, il y a aussi des faux avis. Et en fait, nous, on paye pour ça. On paye pour ça parce que finalement, on est mis dans le même panier. Dès qu'il y a un avis qui est négatif, etc., on est mis dans le même panier. Alors voilà, il y en a qui passent à la trappe, mais il y en a beaucoup d'autres, surtout si l'avis est long. Les bots sont... en général, font soit supprimer l'avis, soit le, entre guillemets, commerçant en question, qui est sur Google Avis, signale l'avis, et puis en général, c'est l'entreprise en question qui a le dernier mot, ce qui est dommage, parce que la liberté d'expression est quand même très mise à mal. Et il y a énormément de témoignages qui pourraient être faits sur les réalités du monde médical, parce qu'on parle que du côté positif, il sauve des vies, etc. Non, il faut savoir que dans le monde médical, il y a énormément d'erreurs, il y a des comportements qui sont inacceptables, il y a des gens qui ne devraient même pas être médecins, qui ne devraient pas être infirmiers non plus. Il y a littéralement des horreurs en fait. Donc voilà. Ça visait à exposer des pratiques inacceptables, j'ai pas pu rentrer dans tous les détails, mais c'est déjà pas mal. Et voilà, encourager en fait la transparence et l'éthique dans des domaines où elles sont essentielles pour préserver la confiance des clients, entre guillemets, patients. J'ajoute une dernière petite chose pour ceux qui l'ignorent encore. Il faut savoir que les preuves obtenues de manière déloyale, entre guillemets, sont irrecevables au civil, mais sont recevables au pénal. Donc ça, c'est jurisprudentiel, c'est pérenne. De relativement longue date désormais. Effectivement, les preuves obtenues de manière dite déloyale sont recevables dans un cadre pénal. C'est au civil que ce n'est pas recevable.